Merci beaucoup tout le monde. Je tenais sincèrement à vous remercier. Certainement, il y a eu une confusion d'horaire là, parce que c'était quand même trop serré là. En 2 jours, on a voulu quand même. On a eu l'honneur d'avoir à nos côtés M. le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est ici dans le cadre du sommet organisé par la ville de Montréal, donc le sommet intitulé Vivre ensemble. Et je crois aussi qu'il est invité spécial du maire de Montréal dans le cadre de la conférence sur les villes résilientes. Et parce que vous savez, Dakar fait partie des 100 villes résilientes. C'est à cette occasion qu'il est là. Et si nous avons eu quand même l'opportunité de l'avoir aujourd'hui, c'est vraiment grâce à 2 Sénégalais qui travaillent à la ville. En l'occurrence, M. Sayer, il est où là, Sayer? Oui, Sayer, vraiment, et Seynabou, que je tenais à remercier au nom du regroupement général des Sénégalais du Canada. Donc, merci beaucoup, Sayer, merci Seynabou. Et on appelle tout le temps aux Sénégalais, à chaque fois que vous avez l'occasion d'organiser quelque chose avec le regroupement, on est preneur. Je vois dans la salle des gens comme Aziz. Donc, Aziz, je tends la main, donc, de l'année passée, donc, pour faire quelque chose avec nous. Donc, M. le maire, je pense qu'on va organiser ça de façon informelle. Donc, vous savez, il y a eu un thème quand même, c'est Dakar, donc réalisation, enjeux et perspectives. Je pense que c'est un thème quand même passionnant, puisque Dakar, c'est notre capitale, la plus grande ville du Sénégal. Donc, M. le maire, merci beaucoup. On sait très bien que ce n'est pas évident, c'est très difficile le temps est très court, mais vous avez pu quand même accepter notre invitation et on tenait sincèrement à vous remercier. Donc, je vais vous laisser la parole. Vous avez aujourd'hui la communauté sénégalaise devant vous, et qui attendent quand même, qui attendaient cette. Je pense qu'ils ont réagi très rapidement à cette invitation et sincèrement, je les remercie encore une fois. Donc, vous avez la parole, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation que je conçois comme une marque d'intérêt pour ce que nous faisons à Dakar, au milieu de la vie, pour vous. C'est aussi une invite à échanger sur la ville, sur notre pays. Et c'est la première fois, je vous avoue, que j'accepte pareille invitation. Depuis que je bouge, je me suis toujours trouvé des raisons de ne pas faire ce type de rencontre. Mais vous avez raison, M. le Président, cher Amara. Seynabou et Sayer ont été assez insistants. Et contre l'avis de tout le monde, j'ai accepté de venir pour véritablement d'abord prendre contact, écouter et échanger. C'est pourquoi j'ai dit au président, bon, pour faire de manière informelle la rencontre, parce qu'il s'agit d'apprendre des uns des autres notre vécu, nos perspectives pour la ville que nous avons en partage, Dakar. Je vais essayer en 10-15 minutes de faire un exposé de Dakar pour qu'on ait un peu la possibilité d'échanger, parce que je crois que nous sommes beaucoup plus venus pour vous écouter plutôt que de parler. Vous le savez, depuis 2009, une équipe dirige la ville. La situation de la ville de Dakar au niveau de sa gestion est une situation qui, avant 2009, avait connu un certain nombre d'évolutions. Je ne suis pas de ces politiques qui viennent et qui disent que mon prédécesseur n'a rien fait. Ce n'est pas honnête et ce n'est pas bien. Je crois que Mamadou Diop d'abord a été celui qui a reconstruit la ville dans son organisation, dans sa structuration, dans son administration et dans le renforcement de ses capacités en ressources humaines. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui a jeté les bases d'une gestion efficace
de la ville, c'est Mamadou Diop. Pape Diop, pendant les 7 ans durant lesquels il a été maire, il s'est employé à essayer de diversifier les sources de recettes de la ville. En tout cas, que même si cela n'a pas abouti, il a quand même emprunté la voie. Le premier emprunt qui a été tenté à Dakar a été fait par Pape Diop. Malheureusement, à cette époque, le CREM, c'est-à-dire l'autorité régionale des marchés de l'UEMOA, n'avait pas un peu les textes et les dispositions pour permettre aux collectivités locales d'accéder au marché. Donc, c'est ce que j'ai expliqué au ministre des Finances dans notre échange. Ce n'est pas parce que Pape Diop n'avait pas un bon dossier, mais c'est parce que les textes n'existaient pas et on avait exigé de la ville de Dakar la garantie de l'État. Mais il a fait un gros effort dans le domaine de l'éclairage public. Ça, je crois que s'il y a quelque chose d'avéré à ce niveau, c'est cela. Donc nous sommes venus avec un bon héritage, disons, en 2009, avec la volonté de reconstruire la ville, avec un projet très simple. Réaménagement urbain, rénovation urbaine, restructuration urbaine. Parce que c'était les 3 situations qui se prêtaient pour la ville. Je crois que pour ceux qui l'ont quitté depuis quelques années, nous avions tout sauf une ville à Dakar. Parce que si dans une ville, il n'y a pas d'espace de vie, il n'y a pas de perspective, on ne peut pas parler. Et donc, nous nous sommes employés d'abord à adapter les textes. C'était ça le premier chantier. Que ce soit plus, que la gestion ne soit pas, je n'ose pas dire informelle, mais restructurer la gestion de la ville, l'administration. Ce que nous avons fait en reprenant l'organigramme qui datait de 1994. Nous l'avons repris, d'ailleurs, le monsieur qui l'a fait est un ami de mon voisin de gauche. Nous avons donc repris la gouvernance de la ville, en faisant une gouvernance désormais inclusive et participative, par la création au niveau des quartiers de conseils consultatifs, au niveau des communes d'arrondissement et au niveau de la ville. Nous avons aussi rendu la gestion inclusive en ce que le budget de la ville, les investissements de la ville, pour 25 à 35%, le fait devait être proposé par les populations directement, les conseils consultatifs. Et les 65% restants devaient être proposés par les communes d'arrondissement. Parce que nous nous étions dit que la ville est un espace de mutualisation et qu'il fallait que les préoccupations des uns et des autres puissent être prises en compte et qu'elles puissent être reflétées par le budget qui va être mis en œuvre. Mais surtout, nous avions pensé que les conseils consultatifs devaient être des structures de conception, de contrôle, de suivi et de paye. Ensuite, nous nous sommes organisés au niveau de l'administration, donc on a restructuré et nous avons fait en sorte que le recrutement, parce que là où pêchait la ville, c'est que nous n'avons pas de personnel de conception. Vous savez, nous sommes tous pareils, les hommes politiques. Dans nos administrations municipales, nous recrutons le personnel que vous connaissez. Donc c'est beaucoup plus des filles de salle, des balayeurs et des gardiens qu'on recrute, plutôt que des ingénieurs, des médecins et des infirmiers. De toute sorte, quand vous voyez la pyramide du personnel de la ville, le bas est assez doté. C'est près de 70% du personnel de la ville qui n'avait pas le bac. Donc près de 20% bac au maximum. Et bac plus 3, plus 2, plus 5, c'était 2 à 4%. Donc il fallait un peu remédier à cette situation, donc toujours au niveau de la gouvernance.
La troisième chose, c'est que nous nous sommes employés à mettre un peu plus de transparence dans la gestion. Donc tous les marchés sont faits par appel d'offres à la fin. Parce que nous avons érigé la reddition des comptes en pratique normale. C'était pas quelque chose de spécial, mais il fallait pour nous qu'il y ait une transparence et une traçabilité dans la gestion de la ville. Donc si vous allez à www.villededakar.org, vous verrez que tous les marchés de la ville sont sur Internet, le budget de la ville est sur Internet, le compte administratif est sur Internet, et nous essayons de rendre compte de nos activités le plus régulièrement possible. Parce que nous pensons qu'il faut que les populations sachent ce qu'on fait. Donc au niveau de la gouvernance, c'est ça qu'on a essayé. Et dans le même état d'esprit, tout est fait sur la base d'appel d'offres. C'est-à-dire que nous avons supprimé les marchés de gré à gré. On les a supprimés depuis 2009. Nous nous sommes employés à respecter les dispositions du Code des marchés et de la DCME. Donc, gouvernance transparente, participative, inclusive. Et nous nous sommes dit aussi qu'il fallait faire la déclaration de patrimoine. Moi, je suis socialiste. Beaucoup d'entre vous nous ont sanctionnés en 2000 en disant qu'on était des voleurs, qu'on s'est enrichi et qu'on avait mal géré. Donc, puisque nous étions les héritiers et les acteurs d'une gestion, il fallait montrer au moins des signes de rupture. Ensuite, je travaille pour la Banque mondiale, je suis consultant en gouvernance. Je ne peux pas demander aux uns et aux autres de faire preuve d'effort de transparence, avoir une responsabilité et ne pas donner au moins des gages à ceux pour qui je travaille à l'extérieur. Parce que pour Dakar, pour le Sénégal, c'était un peu compliqué. Vous avez suivi à l'époque. Quand j'ai fait ma déclaration, on m'a traité de faire du striptease ou d'être... enfin, c'était mal compris. Mais pour moi, c'était personnel. Je pensais qu'il fallait le faire parce que immanquablement, on allait... Donc voilà un peu ce qu'on a essayé de faire en termes de gouvernance. Et nous nous sommes employés aussi à élaborer un programme, un plan de 25 ans. 2009-2035, parce qu'on ne peut pas faire du pilotage à vue. Il fallait de la visibilité et de la prévisibilité. Que les gens qui viennent sachent quel Dakar on veut construire dans un processus toujours participatif. J'ai oublié de vous dire que nous sommes accompagnés, le conseiller qui est en face de moi le sait, nous sommes accompagnés dans tout le processus par deux structures. Pour tout le processus de transparence de la gestion, nous sommes accompagnés par le Forum civil, Mohamed Mbouy et Transparency International. Et sur tout le processus participatif, nous étions accompagnés par ENDA, Diapol et ENDA Ecopol. Donc nous avons voulu responsabiliser des structures de la société civile qui devaient nous accompagner dans la mise en place de ces nouveaux outils de gestion. Et jusqu'à présent, c'est ce qui se fait. Et ça nous aide beaucoup à améliorer nos modes, méthodes et outils de gestion. Parce que c'est un processus continu. Hein. Il n'y a pas d'acquis. À chaque fois, il faut se remettre en cause, il faut s'adapter. Et donc, nous avons fait un plan aujourd'hui. Nous avons un plan de 25 ans de développement urbain de la ville de Dakar. Et c'est sur la base de ce plan qu'on a commencé à dérouler. D'abord, un volet social fort. Vous savez tous la situation du pays. Au lendemain, un peu de l'évaluation, de réforme du FMI et de politique d'ajustement. On nous a imposé le PRISPI, des respects des stratégies de réduction de la pauvreté. Et nous nous étions dit qu'il fallait aller vers une politique de relance. Cette politique de relance passait par une capacitation des couches sociales. Selon nos compétences, nous nous sommes inscrits dans une dynamique d'accompagner la situation sociale des populations de Dakar. Dans le domaine de l'éducation d'abord, nous sommes responsables de l'enseignement primaire, 150 écoles, 80 000 élèves, avec un niveau assez faible
de fréquentation et de résultats. À l'analyse, quand nous élaborions le plan, nous nous sommes rendus compte que le principal handicap de ces jeunes, ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas étudier, ce n'était pas qu'ils ne pouvaient pas étudier, mais quand quelqu'un a faim, le jeune Dakarois qui quitte Grand Yoff ou Parcelles, chez lui, son père ne lui donne que 100 francs CFA pour manger. Il passe la journée. C'est un vrai souci. Alors, donc, ce qu'on a essayé de faire, on a donc, réhabilité les 151 écoles de Dakar, reconstruit. On n'a pas encore fini d'ailleurs, sur les 150, il reste toujours 15 écoles à restaurer et à réhabiliter. Et nous avons pris les élèves à qui on a instauré ce qu'on appelait le lait à l'école, c'est-à-dire un apport nutritionnel, pour que l'enfant n'ait plus de soucis. Mais les Dakarois savent que c'est des choses qui existaient. Quand vous étiez très jeune, le lait à l'école existait, la santé à l'école, parce que les parents n'avaient pas les moyens de prendre en charge. On a restauré la visite médicale, on a restauré la carte de vaccination et le carnet de vaccination de l'élève de Dakar, et toutes les charges sont prises par la ville. Donc la visite médicale, les médicaments, les soins sont pris par la ville. On a restauré les uniformes pour compenser un peu les disparités, et on a remis la bourse, on a créé la bourse scolaire au niveau du primaire pour les élèves nécessiteux et pour les élèves méritants. On a remis la journée du mérite et on a entamé l'informatisation des classes de la ville de Dakar. Et le dernier projet qu'on a dans le pipe actuellement, c'est un peu, puisque le Wi-Fi et l'informatisation étaient lents et nous coûtaient cher. Vous connaissez la Sonatel, il a le monopole, elle a le monopole. Donc vous avez entendu des 100 000 tablettes que nous allons mettre dans les écoles. Nous voulons que, pour pallier les fournitures qu'on achète nous, parce que les élèves de Dakar ne payent pas de fournitures, c'est nous qui donnons, pour pallier donc les fournitures et tout ça, nous avons décidé d'instaurer les tablettes, donc d'introduire les tablettes pédagogiques dans les écoles de Dakar. On est dans la phase terminale de l'étude. Les gens viennent de Bordeaux, de Paris qui l'ont expérimenté et nous allons lancer la phase pilote l'année prochaine. Et puisque nous avons le secondaire, on va essayer de mettre et le collège, les lycées et le primaire, plus un Wi-Fi gratuit. Donc c'est ça, plus maintenant le sport qu'on a. Mais ça, c'était vraiment la première phase, plus la santé. On a terminé, aujourd'hui vous venez à Dakar, le maillage des structures de santé est terminé. Nous avons 15 centres de santé et nous avons 122 postes de santé, c'est-à-dire les dispensaires. Et les centres de santé sont des hôpitaux de niveau 1 où on peut faire les premières interventions. Aujourd'hui, ce maillage est fait. Et en plus de Abbas Ndao, nous allons construire un hôpital aux Parcelles Assainies pour régler cela. Donc, éducation, santé. Nous avons promu dans le domaine culturel la Maison des Arts Plastiques en construction, les cultures urbaines avec les jeunes. Et donc, nous avons entamé un projet socio-culturel d'abord. C'est ça qu'on a fait en premier. Et aujourd'hui, c'est lancé et nous pensons que c'est vraiment lancé. On veut revenir dessus. Nous avons entamé maintenant l'aménagement urbain. L'aménagement urbain, c'est que Dakar est la seule ville où il n'y a plus de trottoir, il n'y a pas de place. Tout est lieu de commerce. Pas de trottoir, il n'y a rien. Alors, ce n'était pas évident. Nous nous sommes dit qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Alors, vous avez suivi toutes les péripéties. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est chose réglée. Nous avons... nous ne nous sommes pas débarrassés des marchands de Dakar, parce que vous le savez tous, c'est quand même une vie de Dakar, ça contribue à la vie économique de la ville, donc nous avons dit nos ambulants ne quitteront pas Dakar. Mais ils vont quitter la rue et les routes, et les grandes places. On leur a dit, c'est inéluctable. Donc nous nous sommes mis à recaser. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer Kermel, parce que nous allons créer dans la zone de Kermel, pour qu'ils comprennent, qu'ils se souviennent de Dakar, Djilibaï, Albert Sarraut, le port, ça va être la première place piétonne de Dakar. Si vous venez aujourd'hui, c'est terminé. Donc nous avons construit 2 immeubles, l'un avec IDB,
où on va mettre le Hyatt Regency va s'installer, et un bâtiment annexe à Kermel, où on met Kermel, et tout le reste plus esplanade. On fait comme la Ramblas, ceux qui connaissent la Ramblas Barcelone, on fait la première zone piétonne de Dakar. Inch'Allah, on pense qu'en juillet, ce sera fonctionnel puisque les travaux sont finis. Et nous avons sorti les ambulants du centre-ville. Ce n'était pas fini totalement. Fin juillet aussi, Inch'Allah, on termine. On avait acheté, pour ceux qui connaissent Dakar, Enda Ecopole, qui était dans le Petersen, derrière Papegayfan, qui est une zone de non-droit. Nous sommes en train d'en faire la prochaine place de commerce et marchand de Dakar. C'est-à-dire qu'on sort du centre-ville, parce qu'on a 4 pôles de Dakar. Le centre-ville va recouvrer son statut d'origine de centre administratif, le centre de On sort toutes les activités de commerce et marchand du centre-ville et on les met à Petersen, qui est dans une zone de non-droit. Pour ceux qui se souviennent, c'est le carrefour sur Nos. Du carrefour sur Nos à Petersen. Toute cette zone qui se trouve derrière le collège Papegayfan, vous savez que c'est une zone de non-droit où personne n'y est, c'est les vendeurs, c'est ceux qui fabriquent le savon traditionnel, c'est un lieu de déperdition malheureusement, de trafic de drogue et autres. Donc c'est cet espace qui fait 10 hectares qu'on a commencé à racheter et à investir. Et nous pensons que c'est un investissement de 200 milliards. Nous avons déjà, nous, mis par nos propres moyens 5 milliards. L'emprunt qui a été bloqué était de 20 milliards et nous sommes en train de mobiliser 120 milliards pour terminer. Parce que ce que nous voulons, c'est que dans un délai de 5-10 ans, que véritablement le centre-ville jusqu'à Petersen soit aménagé et que les espaces soient dédiés. Dans le même sens, vous avez vu, Sandaga quitte. Sandaga est parti, on les a amenés vers... Il ne faut pas que le journaliste l'écrive. Hein. Parce que ce que je vais dire, si les gens de Sandaga aliment, voilà. C'est-à-dire, on va déménager là, le reste de Sandaga cette semaine, mais Sandaga ne sera plus un marché. C'est ça que je ne veux pas qu'il écrive. On va faire de cette zone, on va faire du marché un musée. Parce que c'est un patrimoine classé. On ne peut plus en faire un marché. Donc on va mettre 3 milliards sur Petersen pour reconstruire Sandaga. Dans un mois, si vous venez, vous verrez qu'on va, même les cantines qui sont autour, qui étaient restées, on va les dégager, Inch'Allah. Donc nous voulons que le centre-ville recouvre ça. Et à partir de, pour ceux qui connaissent toujours Dakar, Maliksi, Centenaire, jusqu'à la rue 10, c'est de la rénovation urbaine qu'on va faire. Bon, on a dégagé les ambulants qui étaient sur Centenaire, mais il nous faut fermer les boutiques des Chinois. Et surtout, réhabiliter Centenaire. Bravo. Parce que réhabiliter Centenaire, pour ceux qui connaissent Dakar, vous savez que Centenaire, c'était nos Champs-Élysées. Alors, nous avons rencontré tous nos tontons qui y sont, parce que c'est tous les fonctionnaires qui y habitent. Et c'est eux, malheureusement, qui ont soit loué, soit vendu les maisons. Nous avons convoqué l'ambassadeur de Chine, nous avons appelé les Chinois, on leur a dit, vous quittez. Et puisque vous quittez, nous, on est en train d'aménager les 10 hectares de Petersen. Si vous voulez, venez vous installer là. Mais nous ne voulons plus de commerce à Centenaire. Et la rénovation urbaine consiste, pour ceux qui connaissent les champs de course, donc des 4C jusqu'à Maliksi, on va tout enlever. Et on construit là-bas un palais de congrès. C'est ça qu'on veut faire. Le projet est ficelé depuis 2 ans. On est donc dans un PPP qu'on est en train de négocier. Parce que si on n'a pas cette infrastructure, comme la porte de Maillot, donc un palais de congrès et des buildings d'affaires, centres d'affaires et tout. Donc si on n'a pas ça, on ne peut pas tirer Centenaire. Parce qu'il faut toujours adosser la rénovation de l'habitat et des sites par des zones, par des infrastructures qui puissent un peu polariser les activités qui vont tirer les habitations. Donc ce que nous avons dit à nos tontons, on leur a dit, il faut que les Dakarois comprennent qu'on ne peut plus avoir une ville horizontale. Personne ne peut plus avoir ces 150 mètres carrés.
C'est pas possible. Donc, on est en train de négocier avec beaucoup de promoteurs pour aller en hauteur. Et vous avez vu toutes les villes du monde, Marrakech, parce qu'on n'invente pas la roue. Comme je dis aux gens, on n'invente rien. On ne fait que s'inspirer des bonnes pratiques et les appliquer chez nous. On n'invente rien du tout. Mais c'est des pratiques qui sont là, qui ont fait que des villes ont beaucoup évolué, et il faut le faire. Et la troisième zone, donc cette zone va être une zone rénovée au niveau de l'habitat, au niveau des infrastructures. Donc ça va être toute cette zone qui va être palais de congrès, les 4-7. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la bande de Malixi. C'est de Malixi, donc vous avez au départ la DAU qui appartient à la mairie. Après, vous avez le Césac. Et ensuite, vous avez, comment ça s'appelle, le truc de... Non, c'est pas polyclinique, la COSEC. Et après, vous avez les 4C. Donc, à part COSEC, Césac et autres, on veut tout raser parce que ça nous appartient. Même les 4C, nous sommes actionnaires à 3 milliards et vous vous souvenez du scandale qu'il y avait. Donc on veut récupérer le bien et par le PPP refaire. Donc on a repris, on a déjà les programmes. C'est pourquoi je disais tout de suite à monsieur que s'il est prêt, nous on est en train de chercher des partenaires. Parce que la ville seule ne peut pas le faire. Mais surtout aujourd'hui, il faut promouvoir le PPP. C'est le partenariat avec des privés. Si on peut avoir des Sénégalais, on préfère. Si on n'a pas de Sénégalais, on le fera. Ce qui a raté d'ailleurs le centre de conférence, c'est parce que c'est les Chinois qui nous avaient fait une offre et on n'a pas voulu prendre. Donc c'est pour vous dire. Donc, rénovation urbaine, c'est toute cette zone. Et Centenaire, on a parlé avec les tontons, on leur a dit ce qu'on vous propose. Vous avez une maison qui vous rapporte 300 000, 400 000. Certains ont 2 millions. Alors nous, on veut faire R+10, R+9. Vous prenez, vous, les 3 étages, le reste, le promoteur le vend. Et aujourd'hui, beaucoup de villes du monde, c'est comme ça qu'elles se rénovent. Casablanca, Rabat, Harlem. Harlem a été rénové de cette manière-là. Donc, ce n'est pas des choses qu'on invente. Donc, mais il faut convaincre les propriétaires. Et ensuite, à partir de la SICAP, c'est ce qu'on appelle le projet DRK, Dakar Liberté Ariala, qui va être une zone de restructuration urbaine. Et ça, c'est vraiment des zones qu'il faut revoir parce que vous savez, les SICAP qui étaient le bijou de Dakar, la paupérisation est passée. Nos papas sont à la retraite, les jeunes ne travaillent pas, les mamans n'ont pas de moyens. Ceux qui habitaient à la SICAP il y a 20 ans, vous y retournez, vous avez le cœur gros. Donc il faut réhabiliter. Et enfin, la restructuration urbaine, c'est dans Dakar, nous avons toute la zone de Grand Médine, Karofindoul, Cité Cap-Verdienne, Arafat, qui sont des zones de non-droit, non lotissées qu'on va reprendre. Non, c'est cette phase-là qui est la plus lourde, qui va être accompagnée par maintenant les infrastructures structurantes, c'est-à-dire voirie, éclairage, assainissement. Vous avez souhaité HLM, est-ce que c'est fait volontairement ou non? Non, c'est la même zone. C'est la même zone que les SICAP. C'est la même zone que les SICAP parce que ça, c'est des habitats à rénover. C'est des habitations à rénover. Mais le vrai problème qu'on a, c'est que c'est pourquoi on vous sensibilise, on a besoin que tous les cadres viennent aider à sensibiliser les familles. Vous prenez les HLM, le marché HLM. Ce sont les maisons qui se sont transformées en cantines. Ce ne sont que les maisons. Vous allez aux HLM, il n'y a plus de rue, il n'y a plus de trottoir. Toutes les maisons se sont accrues de 2 mètres, 6 mètres. Il n'y a plus de trottoir, il n'y a plus de passage, il n'y a plus rien. Et pourquoi? Parce que nos papas, tontons avaient besoin de revenus. C'est tout. Donc c'est un travail de conscientisation à faire et je pense qu'il nous le faut. Et en même temps, donc, on fait les infrastructures, donc la voirie. Ah bon, lui, il pose des problèmes, les sujets qui fâchent. Alors, mais je vais répondre. Donc, la voirie aujourd'hui, sur un prêt BOAD, on est en train de mettre 9 milliards de voiries dans les quartiers. Donc, si vous allez depuis 1 an et demi, si vous n'avez pas quitté Dakar, si vous y allez, vous allez voir que c'est dans les quartiers qu'on est en train de mettre les voiries.
Donc c'est des voies, c'est de la voirie neuve et de la réhabilitation. Bien sûr, les 9 milliards, ce n'est pas grand-chose. Et c'est accompagné par le projet du pavage. Le pavage qui va connaître son essor cette année, on l'a expérimenté. Le pavage a deux buts. Ce n'est pas un projet de pavage, c'est ville sans sable. Parce qu'on s'est rendu compte en 2009 qu'on avait beaucoup de problèmes avec l'ensablement de Dakar. D'abord, la gestion des ordures de Dakar. Vous savez que 40% des ordures de Dakar sont constituées de sable. 40%. Ensuite, ce que nous dépensions pour curer les caniveaux, les canaux à ciel ouvert, pour désensabler le trottoir, tout ça nous coûtait cher. On s'est dit, on fait un programme sur 20 ans qu'on appelle Ville sans sable. Donc, par un projet HUMO, un projet à haute intensité de main-d'œuvre, depuis 2 ans, nous avons acheté les anciennes usines pêche froid. Nous avons installé une unité de pavage avec 20 000. Et ce sont, en quoi c'est humain? C'est que ce sont des jeunes de Dakar qui n'avaient pas de métier, qu'on a recruté, qu'on a formé et qui produisent le pavé, qui le posent et qui l'entretiennent. Pour l'instant, on est à 1200 jeunes, mais cette année, on va mettre 6 milliards sur le pavage parce qu'il faut maintenant aller vite. Ils maîtrisent l'outil et c'est dans les quartiers. Vous avez vu qu'on l'a expérimenté dans les églises, dans les mosquées, dans les quartiers, dans les places publiques. Donc maintenant, parce que vous avez suivi ce débat sur les inondations. Les gens nous avaient dit, on avait 2 types d'arguments qu'on nous opposait. Certains ont pensé à mai 68 en nous disant que les pavés pouvaient être utilisés comme projectiles contre les policiers. Et d'autres avaient dit que les pavés pouvaient être source d'inondation. On a fait 2 hivernages, les gens se sont rendus compte que ce n'est pas avéré. Donc cette année, on met 6 milliards dans le pavage pour véritablement cadencer. Mais c'est un projet pour 20 ans, on fait notre part, d'autres feront la leur. Mais ce qui est important, c'est que quand le projet prendra, ça va permettre à Dakar de changer complètement. Vous avez vu les quartiers où on a ça, ça change vraiment le visage et le paysage du quartier. Donc l'expérimentation a donné. Donc c'est un peu ça en termes d'aménagement urbain. Bien sûr, je ne veux pas aller trop loin, j'avais dit que je n'allais pas être très bavard. Si je vais entrer dans les détails, je risque d'être long. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est l'acte 3. Avant que vous ne posiez la question. Ah ouais, il a posé Hassan Diouf. Hassan Diouf, c'est un projet qui nous tient à cœur. Je n'ai pas envie de poser les problèmes qui fâchent. Parce qu'Hassan Diouf, vous savez que c'est un conflit qui nous a opposés avec le pouvoir libéral. Parce qu'ils ont donné Hassan Diouf pour un projet immobilier d'abord indien, maintenant chinois. En oubliant que le plateau n'a pas d'infrastructure sportive. C'est ça le vrai problème. Mais surtout, ce qui nous a gênés, c'est qu'un espace comme ça, où le mètre carré coûte 1 million, vous le donnez à des Chinois ou à des Indiens, alors que n'importe quel Sénégalais, vous lui donnez le terrain, il vous met 20 milliards, il vous met 100 milliards dessus. Parce qu'il suffit de gager le terrain. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est 1 million le mètre carré. Et c'est un stade. Vous le donnez à n'importe quel Sénégalais, il vous trouve le financement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on a dit, ah ouais, vous ne pouvez pas nous priver de stade pour un projet que vous donnez à des Chinois. Bon, il y avait la Hassidiane, tout ça, bon, vous avez compris quoi. Mais aujourd'hui, depuis lors, nous avons bloqué le projet. On n'avance pas. L'État nous avait donné le stade de, comment ça s'appelle, Iba Mar Diop à la ville, parce que Hassan Diouf nous appartient à la ville. Donc on a dit, on refuse. Donc on n'a pas pris le stade, on est dans le statut. On a dit, les Chinois vont se décourager et on va reprendre notre stade. Car depuis 5 ans, on en est là, vous avez vu, c'est creusé, c'est tout, mais bon, ça n'avance pas. Alors, donc, de telle sorte que je vais être un peu plus concis pour maintenant la ville actuellement. L'acte 3 a restructuré la ville. Aujourd'hui,